Et merci à tous et toutes de nous rejoindre aujourd'hui hein, sur notre événement de clôture de la programmation des dialogues qui a été une programmation de 2 semaines de rencontres intersectorielles. Une programmation qui a été initiée par l'équipe des dialogues pour le climat, mais qui a été portée par une bonne partie de la société civile du Québec, qui a permis de nombreux échanges, qui a permis, je pense, de démontrer qu'il existait un consensus sur la nécessité de rehausser l'ambition climatique, puis réfléchir ensemble finalement sur les voies de passage et les synergies qu'on peut mettre en œuvre pour garder à portée de main ce fameux 1,5 degré. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement pour toute votre participation. Dans ce cadre-là, justement, aujourd'hui, on a un événement co-construit avec Quapticom, qui est l'un de nos partenaires, qui a participé à construire toute notre programmation. Et aujourd'hui, on va profiter de ce moment pour réfléchir un peu l'après-COP. Qu'est-ce qu'on en tire, puis quelles sont finalement nos lignes de communication après un tel événement. Et maintenant, je vais laisser la parole à Hugo pour lancer cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, merci Gaïa, merci tout le monde d'être là. Bonjour à tout le monde que je connais sur le Zoom, bonjour à ceux que je ne connais pas encore. C'est un co-partenariat entre la communauté de pratique en communication climatique qu'on aide chez Copticom à coordonner et les dialogues sur le climat. Il nous est apparu vraiment important, on est dans les dernières heures, peut-être derniers jours, là, si ça agonise trop longtemps, mais dans les dernières heures de la COP26, et il nous apparaissait important qu'on ait une réflexion sur comment, comme communicateur, on devrait communiquer l'après-COP. Il y a toute une industrie du commentaire sur la COP, sur les enjeux de la COP, sur les derniers documents qui sont sortis, des mots qui existent, qui ne devraient pas être là, des mots qui existent pas encore qu'on voudrait voir là. Donc, on est dans le fin détail. Mais comme communauté de gens qui communiquons sur les enjeux climatiques, il nous est apparu important qu'on ait une réflexion sur comment on communique ça. Puis, je vous dirais d'entrée de jeu que, d'abord, la communauté de pratique, c'est 250 plus, là, il faudrait qu'on me donne le dernier chiffre, là, communicateurs, communicatrices au Québec dans plein de domaines ou de secteurs d'activité. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, dans les milieux gouvernementaux, municipaux, provinciaux, tout ça, les groupes environnementaux, bien sûr, centrales syndicales, tout ça. Donc, c'est très, très pluriel comme collectif, mais on a tous et toutes comme caractéristique qui nous unit qu'on communique d'une façon ou d'une autre sur les enjeux climat. Et c'est pour ça qu'on a voulu réunir la communauté aujourd'hui, ou une partie de la communauté, pour réfléchir à ça. Je vais peut-être vous mettre un peu dans l'ambiance, c'est-à-dire que quand cette conférence-là s'est pointée le museau, les médias ont beaucoup demandé de l'information sur quelle est cette conférence. Est-ce qu'elle est importante? Si elle est importante, pourquoi est-elle importante? Et je vous soumets quand même, là, en fait, on vous soumet des éléments pour une discussion qui est collective. Là, on ne veut pas multiplier les gens qui disent des choses, puis on répond à des gens qui disent des choses. Je pense qu'on met nos cerveaux ensemble pour avoir des réflexions. C'est le but de notre rencontre aujourd'hui. Mais au début de la conférence, le message subliminal qui a été renforcé par les instances des Nations unies tout le long de la conférence, c'était que c'était la conférence de la dernière chance. Excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête. Donc, la conférence de la dernière chance, c'est l'alerte rouge pour la planète. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on est à la hauteur, on n'est pas à la hauteur? Donc, les attentes ont été mises extrêmement hautes. Et évidemment, c'est un secret de polichinelle. On fait ça d'une certaine façon pour mettre de la pression dans le système pour que les décideurs publics se sentent interpellés puis ils arrivent à la COP mieux préparés que s'ils n'avaient pas eu de pression. N'empêche, quand on communique au grand public que c'est la COP de la dernière chance, puis que la COP de la dernière chance ne livre pas le sauvetage de la planète voulu, mais là, qu'est-ce que ça nous laisse comme communicateur, comme communicatrice en termes de message?
Euh, Comme je le disais tout à l'heure, je vois qu'il y a des gens qui se sont ajoutés, mais il y a des gens qui vont commenter la COP, ils vont commenter les détails de la COP, mais nous, ce n'est pas ça notre objectif. C'est au cours des prochaines semaines, des prochains jours, des prochains mois. Est-ce qu'on dit la conférence de la dernière chance a échoué et donc on plonge tout le monde dans la dépression, dans la panique, dans la résignation, ou on leur spin autrement, ou où en est-on au niveau des communications? Et c'est pour ça qu'on vous a réunis, parce qu'on ne sait pas bien plus nous-mêmes, alors on se dit qu'à mettre nos cerveaux ensemble, peut-être qu'on va trouver des solutions collectives. Je vous propose de faire un certain nombre de choses. La première, c'est on a Patrick Rondeau avec nous, Patrick de la FTQ, Patrick, un vieil habitué, vieil abonné des COP maintenant. On a demandé à Patrick de venir nous présenter où ça en est au niveau des négociations, mais dans le sens de cette vibe-là. Là. Qu'est-ce qui se dégage comme j'ai juste le mot vibe en tête, c'est peut-être le mot le plus approprié, mais qu'est-ce qui se dégage en termes de communication de très haut niveau? Et après ça, de ramener ça à nous tous comme communauté de pratique, puis se poser un certain nombre de questions. Moi, ce que je vous poserais, peut-être 3 types de questions. La première, c'est dans vos publics cibles, dans vos audiences, hein, les gens avec qui vous parlez, là, c'est quoi la vibe de vos publics cibles? Est-ce qu'on est dans la colère? Est-ce qu'on est dans l'espoir? Est-ce qu'on est dans la résignation? Où on en est? C'est quoi notre état de situation au niveau de la communication en général, puis dans nos clientèles? Après ça, d'identifier peut-être des pistes de communication qu'on voudrait peut-être développer, étant donné ce que Patrick va nous dire par rapport à nos espoirs pour la conférence, peut-être. Puis voir après si collectivement on se donne on se donne des devoirs à faire comme communicateur. Peut-être qu'on veut se donner des lignes de presse, peut-être qu'on veut se rencontrer à nouveau, mais c'est le menu qu'on vous suggère pour la prochaine heure et demie. Je suis à votre disposition dans la mesure où est-ce que des gens qui adoptent cet ordre du jour-là, est-ce que des gens qui voudraient l'amender, le changer, retirer, retrancher, ajouter? Je vais juste regarder l'écran là, si je vois des têtes qui se hochent négativement. Si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour nous. Alors, je demanderais à Patrick de nous faire un tour d'horizon de où on en est, puis qu'est-ce que c'est la vibe à Glasgow. Merci. Merci, Hugo. Méchante question, puis je ne me suis pas préparé, je n'ai pas eu le temps. Là. J'aurais voulu, là, mais. C'est les meilleures réponses quand elles sont à chaud. Hein? Ben, c'est ce qu'on verra. On va valider ton hypothèse après. Et en fait, c'est ma 15e journée, puis je suis tellement fatigué, ça n'a juste pas de bon sens, donc mes propos sont un peu confus par moment, donc vous m'en excuserez. Et il y a qu'on est la dernière journée. Donc, déjà là, ça, c'est une sacrée question sur la vibe. Il y a un état de fatigue extrême de la part des gens, donc un état d'émotivité beaucoup plus prononcé qu'à la normale. Donc, ça joue quand on parle de communication et surtout de ce côté-ci, quand on est 2 semaines, les deux mains dedans, à essayer de donner tout ce que tu as, à essayer de pousser. Et finalement, se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent, mais pas assez. Puis que oui, ça avance, mais il y a du compromis. Puis en fait, c'est beaucoup un contexte de négociation, en fait. On le dit, là, banalement d'habitude, là, mais c'est vraiment ça. Et venant de mon background syndical, j'ai fait 10 ans des relations de travail. C'est le même principe, c'est aussi éreintant, c'est aussi frustrant, c'est du consensus, c'est du compromis. Et des fois, on aimerait bien dire que des petites victoires sont des grandes ou que des défaites ne sont pas si pires parce que finalement, ça aurait pu être pire. Vous voyez un peu le truc, fait qu'on est tellement dedans que ça devient difficile de se détacher de ça. Et Hugo, tu as tout à fait raison au début quand tu dis il y a comme 2 COP. Il y a la COP, en fait, qui est portée sur les négociations où là, on agit, là, on travaille au corps avec ceux qu'on peut pour tenter d'influencer les positions, mais tout le temps dans un esprit de collégialité à un certain point.
parce que, vous savez, souvent, c'est pas si tant le Canada qui va bloquer sur certains enjeux que d'autres pays. Et là, on fait une poussée, fait que ça devient très complexe, mais en tout cas, il y a toute une dimension à ce niveau-là. Et il y a l'autre dimension qui est l'impact que nous avons nous-mêmes au niveau domestique. Et là, les relations qu'on peut avoir avec les deux paliers de gouvernement par le fait même. Ce qui fait que techniquement, je pense que malgré qu'on soit préparé à se dire, ben, et là, on a vu Greta, après même pas une semaine, dire que c'était un échec la COP, mais on s'attend tout le temps un peu là, à cette situation-là. Mais en même temps, on relativise à un certain moment donné parce que les COP ne visent pas nécessairement à imposer au niveau domestique des actions concrètes au pays. Elles visent à avoir des textes contraignants le plus possible pour que lorsque les pays feront leur plan de lutte au changement climatique au niveau domestique, ils soient tenus de respecter ces cases-là. Donc, vous voyez un peu la dynamique. Donc, c'est sûr que on relativise beaucoup là, à ce niveau-là. Maintenant, il reste qu'on a parlé beaucoup de la COP de l'ambition. Puis tu as raison, Hugo. Puis effectivement, il va falloir possiblement qu'on arrête à un certain moment donné de dire c'est la COP de la dernière chance parce que là, c'est galvaudé, ça n'a plus aucune crédibilité. On va dire ça l'an prochain, on va dire ça l'autre d'après. Bon. Mais on parlait surtout de la COP de l'ambition pour celle-ci. Et je ne suis pas sûr que dans la tête des gens, ça résonne très clairement, c'est quoi ça, l'ambition? L'ambition climatique. Les gens ne maîtrisent pas nécessairement l'accord de Paris. Donc, c'est très, très, très général. Et l'autre aspect auquel on doit faire face, c'est même si nous, on changeait le narratif, les médias ne le feront pas. Parce que c'est déjà, ça se vend, cette façon-là, de mettre les attentes très hautes, puis après ça, critiquer et descendre là, et torpiller là, les résultats. Donc, on est déjà dans cet univers médiatique-là, puis c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de journalistes. En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes inscrits à une COP que celle-ci. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Nous avons eu les chiffres ce matin. Je n'ai pas les chiffres devant les yeux, là, mais c'est en termes de pourcentage et c'est exponentiel le nombre de médias qui s'est inscrit pour cette COP-ci. Donc, et au niveau du Québec et du Canada aussi. Donc, il y a déjà cet enjeu-là. Maintenant, pour arriver à l'ambition climatique qui relie beaucoup à la cible, donc de prévenir l'élévation de température à 2 visant 1,5, mais surtout 1,5 pour nous. Et autres facteurs, mais surtout ça, il y a la finance climatique aussi, naturellement, l'aide apportée pour l'adaptation et les pertes et préjudices. C'est sûr que du moment où on laisse les hydrocarbures continuer à se développer de cette façon-là et qu'il n'y a rien qui est fait, c'est impossible là, de s'en sortir. Vous savez que le Canada est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses GES depuis 2015 de 1 %. On peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais il devrait descendre normalement. Et puis, à partir de là, ben, on vit d'espoir et on vit d'espoir et d'incohérence. C'est-à-dire qu'au début de la COP, on avait les pays qui avaient déposé leur NDC, donc leur plan de lutte, qui doivent déposer là, à la COP. Et d'ailleurs, la COP, c'est la première révision des cibles, des plans plutôt. Et ça nous amenait à 2,7. Donc là, on disait, mais il y a amélioration parce qu'en 2015, ça nous amenait à 4 ou 3 degrés. Là, on dit 2,7, on est sur la bonne voie. Ouais, disons. Et par la suite, ben là, il y a eu un paquet d'annonces et là, les gens sont. Là, il y a un chiffre de 1,8 qui s'est mis à circuler. Et la méthodologie, on ne la connaît toujours pas. C'est plutôt un calcul de trajectoire de scénario qui est beaucoup basé sur les effets que donnerait le traité sur le méthane qui permettrait là, de contenir l'élévation à 1,8 degrés. Donc, on est là. On a une présidence ici qui n'arrête pas de dire keep 1,5 alive, donc c'est important pour eux. Donc, il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. Mais en même temps, les projections qu'on voit, même si on réduit l'accélération, démontrent que les gaz à effet de serre, eux autres, vont continuer à augmenter de façon importante, autour de entre 16 et 18 je ne me trompe pas, quand ils devraient descendre. Donc à un certain, enfin, je vous dirais, d'un point de vue communicationnel de la COP, il y a tout le temps des moments. Il y a l'avant-COP, où effectivement, on donne nos attentes en tant que société civile. Les journalistes essaient de trouver du croustillant, mettent la barre très haute et on part avec ça, avec des gouvernements qui gardent dans leur poche toutes sortes d'annonces, qui font en début de COP, ils signent des traités, ils signent des ententes.
On engage la première semaine qui est beaucoup plus à un niveau technique, où c'est les équipes de négociation qui préparent les textes pour les ministres de la semaine qui suit par la suite. Et habituellement, on a tout souvent le réflexe de dire, ah, ça va smooth. Ah, finalement, ça va pas si mal. Ah, là où il y a des blocages d'habitude, il y a espoir qu'on réussisse à avancer. Et là, on a un petit peu d'espoir. Et on arrive tout le temps à la fin de semaine. Et là, il y a cette fin de semaine-là où il y a beaucoup de mobilisation. La société civile est là, les ministres arrivent, etc. Et on arrive au lundi. Et là, c'est des heures et des heures à s'obstiner sur les points à l'agenda, de dire, ah oui, mais là, on n'a pas fait tel rapport qu'on devait, il ne fallait pas mettre ci, il ne fallait pas mettre ça, tel mot. Et là, c'est comme ça toute la semaine. Et là, de jour en jour, la frustration monte de la société civile et on se ramasse tout le temps dans le cruncher à la fin où là, on n'a plus du tout accès à des équipes de négociation qui sont enfermées derrière la porte close parce que là, ça presse de vouloir régler ça au plus vite. Alors, on est déconnecté en tant que société civile et c'est tout le temps relativement frustrant comme situation. Maintenant, cette COP-ci, la décision finale qui est en train de se travailler, qui deviendra, si vous voulez, la déclaration de Glasgow, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais a introduit du texte au niveau des hydrocarbures et l'arrêt du financement envers les hydrocarbures. Donc ça, c'est quand même un gros morceau, mais c'est loin d'être gagné que ça va demeurer là. Parce que les pays producteurs de pétrole ne veulent absolument rien savoir, vous comprendrez bien, et vous savez très bien qu'il y a un lobby impossible ici là, de cette industrie-là. Et sinon, ben, ça a été une bataille au niveau des droits humains. Et c'est constamment ça depuis 2015, de les intégrer, qu'ils soient inclus. Et quand je parle de droits humains, je parle des questions de genre, les questions au niveau des droits des peuples autochtones, les travailleurs, le droit du travail, etc. Donc, c'est de s'assurer que les mécanismes financiers qui sont mis en place pour régir, par exemple, le marché du carbone aient quand même des prérogatives au niveau des droits humains, que ce ne soit pas juste simplement le marché. Donc, ça, c'est une bataille de tous les instants qu'on fait encore une fois, où constamment les droits humains, les droits autochtones disparaissaient, réapparaissaient, disparaissaient, réapparaissaient, et c'est tout le temps les mêmes pays qui veulent les faire disparaître à tout prix et qui souvent vont prendre en otage les droits humains pour des préoccupations financières. Et les pays, par compromis, ben, des fois, vont dire, ah, OK, peut-être qu'on peut. Et là, il faut tirer de notre côté pour dire non, 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 les droits humains, c'est non négociable. Fait que c'est un peu là où on est. Ben là, écoutez, on n'a pas le texte final, mais de ce qu'on voit, c'est le problème qu'on a eu à la base, c'est que les premiers textes qu'on recevait étaient pratiquement du copier-coller de l'accord de Paris. Donc, et ça, c'est une pratique qu'il y a dans les COP. C'est quand ils sont vraiment coincés, ils vont retourner au langage qui a été utilisé et négocié. Et ils le remettent dans les documents. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on ne crée pas plus d'ambition si on fait juste du copier-coller de tout le temps les mêmes documents. Fait qu'on est entre les deux. Fait que c'est difficile à mesurer en ce moment. Je vous dirais que le 1.5 est toujours vivant. Tout le monde dit oui, c'est atteignable. Les droits humains sont là, mais sont fragiles. Il y a une première référence aux hydrocarbures, ce qui est assez génial d'un point de vue d'inclure simplement ce narratif-là, ce langage-là dans une déclaration. Et après ça, ben, vous avez tous les articles là, qui sont liés à l'article 6, marché du carbone, la finance climatique. Donc, dès qu'on tombe dans le cruncher, là, le cruncher de l'argent, où là, il y a une incapacité là, à essayer de s'entendre à ce niveau-là, et c'est le même depuis 2015, et ça ne sera pas réglé, là, encore une fois. Donc, on projette tout le temps. Donc, à ce moment-là, c'est renvoyé au secrétariat de la Convention cadre, qui renvoie ça à la prochaine COP, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu là où on est, mais moi, ce que je me dis surtout, c'est que mon feeling, mon ressenti, c'est que c'est une COP qui devient extrêmement, puis vous n'avez sûrement entendu parler, de plus en plus économique, au détriment justement d'enjeux tels que la biodiversité, où on négocie des accords où toute l'attention est portée, en fait, sur des articles qui sont de nature mécanique financière. Et que les autres, pertes et dommages, adaptation, c'est comme dans l'angle mort quand normalement une COP devrait être l'inverse quelque part. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on sent malgré tout une pression beaucoup plus forte sur les États que moi je constate depuis 2015. Donc, la pression qu'ils ont sur les épaules, on la sent.
elle est présente. Il y a pas, c'est pas un je m'en foutiste, je vous dirais, là. C'est loin, loin, loin de ça. Les préoccupations sont totalement à un autre niveau, sont beaucoup plus high level que ça. C'est face à des pays qui rejettent les droits humains, face à des pays qui sont pétroliers et qui dépendent de ça. Donc, mais la pression, on la sent. Elle est très claire. Spécifiquement sur la question des hydrocarbures. Donc, pour qu'il y ait autant de lobbyistes ici, ben, c'est parce qu'ils sentent que le tapis leur glisse sous les pieds. Donc, ça, c'est pas mauvais. Et au niveau, puis je vais terminer là-dessus, au niveau de oui, j'ai vu une question vite, vite, mais je vais dire 2 mots là-dessus aussi. Et au niveau de la société civile, elle est de plus en plus organisée. Elle est de plus en plus solidaire entre les différentes circonscriptions qu'il y a, donc au niveau des femmes et du genre, les Autochtones, les jeunes, les syndicats. Et cette pression-là s'exerce. Maintenant, il reste à savoir où l'exercer, parce que notre rôle, en fait, si on n'est pas membre d'une délégation d'un pays, c'est d'observer le processus de négociation pour pouvoir ramener ce qui se fait là et influencer nos gouvernements. Et dans cette COP qu'on disait la plus inclusive qu'il y a jamais eu, plus souvent qu'autrement, on bloquait l'accès des observateurs dans ces salles-là. Donc, le fondement même de notre présence ici a été remis en question sous le dos de la COVID. Donc, c'était la seule raison. Et en terminant, ben, c'est ça. À ce niveau-là, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que la prochaine COP est en Égypte, sous une dictature militaire, qui est supposée être une COP en fait africaine. Donc, c'est autour de l'Afrique. Habituellement, ça permet de traiter des questions qui sont beaucoup plus liées justement aux questions de pauvreté ou de développement. Et là, on sent bien que ça va être une COP sur les hydrocarbures, pour ne pas dire le pétrole. Et l'autre d'après, c'est le tour de l'Asie. Et le pays qui a mis sa candidature, pas sur la table parce qu'il est trop tôt, mais qui fait savoir qu'il voudrait recevoir, ce sont les Émirats arabes unis. Fait que, on s'enligne pour 2 ans de financiers, de pétrole. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont mettre la pression pour qu'on s'en sorte rapidement. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Fait que sur notre ressenti, on est à bout, on est fâché, on est émotif, on est. Fait qu'on essaie de réagir en gardant la tête froide dans nos communiqués, mais c'est extrêmement difficile. Patrick, on va peut-être t'aider dans l'émotivité, dans la fatigue, en t'envoyant une grande bouffée d'amour parce que, semble-t-il, la rumeur nous est parvenue que c'était ton anniversaire. Alors, oui. On te souhaite une super belle soirée. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Merci d'avoir été là pour nous. Merci aussi pour ce tour de table là, assez complet là, de la situation. Je retiens donc... c'est éprouvant. Hein? Les 15 jours de conférence comme ça, c'est extrêmement éprouvant. On arrive là plein d'espoir, puis on a une espèce de biorhythme dans l'espoir qui monte et qui descend quasiment à chaque heure. Fait que je comprends dans quoi tu es. Ceci dit, tu nous as confirmé que le spin médiatique, hein, les médias se sont abreuvés de ça, hein, la COP. La COP de la dernière chance. Ils ont aimé ça et on les a alimentés à ça. Ce que je n'ai pas entendu de toi, c'est comme si les ONG présentes sur place ne voulaient pas ressortir de là en dénonçant l'échec de la conférence. Ce que je sens, c'est que les ONG présentes vont être capables de faire la part des choses en disant il y a eu des gains ici, il y a eu des reculs ici, il y a eu mais il n'y a pas d'ONG qui vont sortir de là en disant c'est l'échec, c'est la fin. Le monde a échoué. Ce qui est quand même, au point de vue de la communication, quelque chose d'important à nommer, je pense. Tu as nommé aussi d'autres choses qui, je pense, vont se répercuter. Puis là, je vais vous retourner la balle à tout le monde autour du Zoom, mais c'est la question de la frustration. C'est vrai qu'on est arrivé à la COP avec de grandes attentes, mais on avait raison aussi d'arriver à la COP avec de grandes attentes. La COP n'accouche pas d'un niveau d'attente, je pense, satisfaisant, ce qui nous amène un niveau de frustration. Alors, comme communicateur, comme communicatrice, on fait quoi avec ça? Je vous propose, pour ceux et celles qui ont envie de participer, l'état de situation dans vos domaines, dans vos publics cibles, dans vos audiences à vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ceux et à celles à qui vous vous adressez?
c'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont encouragés par les annonces de François Legault à la COP et ils pensent que le Québec brille parmi les meilleurs et qu'on va sauver la planète? Est-ce qu'on est dans l'éco-anxiété complète et le désœuvrement? Où on est? Ça, c'est ma première question que je vous lance. Et de ce tour de table-là, peut-être qu'il jaillira pour nous des enjeux de communication, puis on ira plus en détail par la suite. Léa, tu as levé la main. Merci de briser la glace. Bienvenue. Content de te merci voir. Hugo. Merci Patrick pour tout ça. Je suis de tout cœur avec toi. Bonne fête. Et je me reprojette 2 ans en arrière, moi, à la sortie de la COP25, complètement vidée et en 1000 morceaux. Mais je te dirais que moi, pour avoir pas mal communiqué là, ces derniers jours sur la COP, dans des cégeps, donc je te dirais mon public cible, on le connaît, c'est pas mal ma génération, les même plus jeunes, la jeunesse en général. Et en fait, moi, j'ai comme tellement pris l'habitude d'en parler que je jongle avec ces chiffres-là, que j'ai comme réussi à prendre un recul par rapport à ça. Mais quand je présente de but en blanc, en fait, il ne faut pas faire ça aux jeunes j'étais avec des jeunes de 16-17 ans au cégep politique mardi. Et quand c'est une des premières fois, ou même pour des jeunes militants, quand tu leur dis, OK, même après toutes ces annonces-là, on s'enligne sur une trajectoire de plus. Le 1,8 est très critiqué, mais tu sais, sur le fait que finalement, on s'enligne sur une réduction seulement de 13%, alors qu'on devrait être à 45% pour maintenir les 1,5 degrés, c'est complètement épeurant. Là. C'est des jeunes qui sont pas capables, enfin, en fait, qui sont pas capables, c'est normal, mais à qui il faudrait même pas, genre, balancer des chiffres comme ça. Puis, en fait, pour moi, donc, tu sais, au niveau des émotions, je te dirais que bah oui, c'est normal, c'est de la peur, parce que on a déjà eu, en fait, on est déjà témoin, tu sais, à 12 ans, 13 ans, 15 ans des effets, puis là, on leur dit ça va juste s'aggraver, puis que finalement, cette COP-là, je n'ai pas parlé d'échec, mais tu sais, juste que les négociations, je veux juste être honnête aussi dans ce qui se passe là-bas, tu sais, c'est ça le but. Donc, évidemment, de la peur de la part de jeunes tellement qui ne devraient pas avoir à se soucier de questions plus existentielles comme celle-ci. Et pour les jeunes qui sont déjà plus au fait, puis impliqués et militants, je te dirais que c'est évidemment de la colère. Là, j'ai vu par exemple une lettre ouverte qui a été rédigée par des jeunes Canadiens à la COP26. C'est juste que c'est ça, c'est dénoncer que par la faute, enfin, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir ont juste l'avenir d'une génération dans leurs mains, puis qui sont en train juste c'est ça, de le briser. Donc, c'est énormément de colère contre les dirigeants actuels, surtout de la part d'un État qui a une responsabilité historique puis qui ne répond pas du tout face à ces questions de responsabilité-là. Donc, à la fois de la colère, de la peur, beaucoup de désespoir. Tu sais, moi, j'ai des jeunes au collège aussi qui me posaient des questions, puis j'étais, mon Dieu, je ne sais même pas comment répondre à ça. C'est tellement le gros bon sens. Tu sais, t'es comme, est-ce que tu penses vraiment qu'on va pouvoir, tu sais, juste, genre, faire la présentation, un historique des négos, et qui me disent, ben non, mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, là, tu sais. Puis moi, je suis comme, ben non, il faut que je vous donne de l'espoir, il faut que je vous donne de l'espoir. Des questions comme ça, des questions aussi de, ben attends, là, tu es en train de me dire que le Canada privilégie son économie, mais qui ne donne pas de l'argent aux pays qui font déjà face au changement climatique. Je suis comme, ben oui, genre, c'est des questions vraiment toutes simples et qui m'ont ramené. Je suis comme, oh, waouh, en fait, je suis tellement trop dans le sujet au quotidien que je ne sais même plus comment interagir avec des jeunes qui sont à peut-être leur première rencontre vis-à-vis de toutes ces questions-là, ou alors qui sont, en fait, dès le premier abord, qui se posent même pas la question de est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable, c'est déjà tellement gros et déjà tellement là que c'est ça. Et sinon, moi, je pense que la façon que je continuerai de communiquer par rapport à ça, c'est de vraiment focuser sur le lien entre l'international et le local. Là, c'est de leur dire une COP, c'est 2 semaines, puis c'est normal, en fait, finalement, qu'il y ait des désaccords, que ça prenne du temps. C'est comme, tu sais, genre souvent des jeunes, je vais leur dire, tu as déjà fait des travaux d'équipe à 5 personnes, puis ça prenait 1000 ans à prendre une décision. Imagine tous les pays du monde
essayant de s'entendre. Donc, tu sais, à ce niveau-là, je leur dis c'est normal, mais ce qu'il faut, c'est tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après une COP. Et c'est là que toi, tu peux faire le changement, que tu peux avoir de l'impact, tu sais, sur ça, qu'il faut que les États se responsabilisent une fois rentrés à la maison. Et c'est là que je vais sur les aspects peut-être plus positifs de... Je peux pas finir une conférence en leur laissant juste sur une conclusion comme ça. Donc, c'est plus après, on entre dans une discussion, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est l'implication, le pouvoir citoyen, etc., etc. Donc, c'est rester honnête, mais oui, effectivement, c'est ça. C'est une génération là, qui est dans une peur, puis qui est totalement légitime. Et de vraiment, moi, je continuerai, c'est ça, là, de comment communiquer suite à cette COP-là. C'est de continuer de talonner nos gouvernements, là, que ce soit tous les paliers, le municipal. Moi, je parlais aussi des élections municipales. C'était incroyable. Là, on a eu des candidatures. Moi, ça m'a redonné de l'espoir, ces élections-ci. Donc, ouais, ça s'appliquait à tous les niveaux, mais c'est ça. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de monde qui Ce que je retiens, je retiens beaucoup de choses de ce que tu as dit, mais il y a un disconnect entre les gens qui connaissent trop ça et leur public dans une salle. Et il faut reconnecter à l'émotion qui est dans la salle. C'est ça et je pense que c'est un enjeu de communication qui est super important. Merci, Léa. Merci beaucoup, Léa. J'ai Anne-Céline après ça. Je veux respecter les droits de parole que j'ai vus. J'ai vu Anne-Céline en premier, Pamela Daou, Sandrine Tessier, Alexandre et Martin. Anne-Céline, à toi. Oui. Pour Nature Québec, nous, on a surtout communiqué dans la deuxième semaine. On a essayé un peu de cadrer la discussion autour de justement de la reconnaissance de la nature dans ces négociations-là, en expliquant l'importance de la nature, mais en même temps les énormes risques qu'il y avait avec. C'est parce que c'est ça, notre public, il suit Nature Québec principalement pour des enjeux de conservation à la base et énergétique. Donc, c'est de faire le lien aussi avec les différents éléments. Puis ça m'amène en fait à une réflexion de me dire, on a la chance d'avoir justement, à travers la communauté de pratique, à travers différents collectifs qu'on a en place au Québec, je dois dire qu'on l'a joué collectif solide pendant cette COP-là. En tout cas, pour ceux qui étaient dans les différents groupes de discussion, il y a eu des échanges passionnants qui ont vraiment permis, je pense, de faire un bon lien entre ceux qui étaient là-bas et ceux qui sont restés ici et de pouvoir communiquer de la meilleure façon. Et après, de prendre chacun les choses en fonction justement de ses spécialités et moi, je prenais l'information qui m'intéressait au vu de ce sur quoi je travaille et d'amener les problématiques. Et je me demande si justement, en termes de communication pure et dure, plutôt que de rentrer dans est-ce que ça a été un échec, est-ce que c'est une victoire, est-ce qu'on peut pas plutôt essayer d'avoir des communications diversifiées, mais sur les différents enjeux, au vu de nos spécialités respectives, dans le sens où, tu sais, en même temps, Hugo, tu dis oui, au début de la COP, les journalistes avaient le narratif COP de la dernière chance, mais en même temps, pendant la COP, moi, tout ce que j'ai vu circuler, c'était quand même beaucoup sur justement, bon, évidemment, les commentaires sur les annonces gouvernementales. Mais après, il rentrait quand même dans les questions de justice, il rentrait dans les questions d'article 6. L'article de Radio-Canada aujourd'hui, quand même, qui essaye d'expliquer le plus vulgarisé possible ces enjeux-là qui sont extrêmement complexes, on s'entend-tu là? Donc moi, j'ai pas tant l'impression que pendant la COP, le narratif était dernière chance ou pas dernière chance. Ça l'était peut-être au début, mais là, présentement, je suis pas sûre. Il y a peut-être un appétit plus qu'on le croit pour justement les nuances. Puis dire, en tout cas, nos communications de ces derniers jours, la collective, sur qu'est-ce qu'étaient les attentes, où on en est en termes de négociation, il faut pousser plus, puis on en est encore là parce que la déclaration, elle n'est pas finie, puis certainement que ça va se prolonger ce week-end. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même encore de la place pour quelques nuances, puis
En tout cas, moi, si j'avais à donner une entrevue là, dans les prochains jours, ce serait justement d'essayer de dire, ben, il y a quand même eu des avancées, mais effectivement, sur certains enjeux, on n'en est pas là. Puis, c'est ça. Je sais bien qu'on est dans une société où on voudrait tous que ce soit noir ou blanc, là, mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Beaucoup plus complexe qu'on pense. Donc, est-ce qu'on peut la jouer collectif aussi dans notre manière de communiquer pour que on puisse communiquer ces nuances-là de manière en fonction de en gros, là, c'est un peu ce que j'avais. Tu mets le doigt. Puis Oui, communiquer vas-y. aussi, juste pour finir, là, je suis complètement d'accord avec Léa quand elle dit, c'est finir sur, écoutez, c'est au niveau domestique que ça se joue et il y a un momentum au Canada, là. Que ce soit par les élections municipales ici, qu'on voit quand même qu'il y a une prise de conscience. Le fédéral, il veut pas, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Il faut le reconnaître un minimum. Donc, comment on peut comme souffler dans la voile d'eux tout en restant pas naïf non plus et restant critique et pousser de la bonne façon, mais c'est ça. Et en même temps, dire, ben, Legault, désolé, mais mon gars, la transition écologique et sociale, c'est pas juste une histoire de technologie verte. Donc, voilà, en gros. Anne-Céline, tu nous amènes sur d'autres pistes complémentaires ou à discuter. Peut-être qu'il y a un intérêt à trouver quelques lignes de communication au grand public collective. C'est possible, c'est plausible, mais tu nous amènes en disant aussi on a des publics cibles distincts et peut-être que ça nous amène des communications aussi distinctes. Peut-être qu'on peut faire les deux aussi, essayer d'avoir des messages généraux, puis après ça, aller chercher, aller creuser de façon plus particulière à des publics cibles particuliers. J'entends, moi, ton appel à dire sortons du frame binaire, noir ou blanc. Puis faisons de l'éducation sur la complexité, la nuance. C'est plausible, c'est une piste. Et peut-être que la COP nous donne justement, c'est ton troisième point, assez de munitions pour parler de momentum et d'un momentum domestique qui nous permet de faire des gains au niveau domestique, ce qui ramène le monde au travail. Donc, c'est d'une certaine façon de contrer l'apathie, c'est de montrer qu'il y a des gains à faire sur le terrain. Moi, je retiens ça de ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup d'autres choses, mais c'était les notes que je m'étais prises. Merci beaucoup, Anne-Céline. Alexandre. Non, pas Alexandre. Désolé, Alexandre. C'est parce que tu es le premier sur mon écran, mais c'était Pamela Daou qui avait la main levée avant toi. Pamela, à toi la parole. Merci. Premièrement, moi, je suis avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Donc, le fait qu'on mentionne justement qu'on a tous des publics différents, je vais commencer avec ça parce que nous, on a un public qui est quand même très différent probablement que la plupart d'entre vous ici. Nous, notre public, ce sont des médecins. Donc, ce qu'on a aperçu dans les dernières années, quand je parle de nous, je parle de nos membres, les médecins, c'est l'éco-anxiété. Donc, je suis très contente, Léa, que tu aies mentionné l'éco-anxiété. Il y a environ 2-3 ans de ça, on avait une de nos médecins qui était à la COP et elle a été à cette COP-ci. Elle vient tout juste de revenir. Et avec d'autres médecins, ils ont discuté de solutions pour contrer l'éco-anxiété. Et ils en sont venus à la conclusion qu'il faut y aller en fait avec les émotions, donc aller chercher les gens par l'art, entre autres. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est plusieurs médecins se sont mis ensemble à cette COP-ci et ils ont fait une vidéo sur l'éco-anxiété, donc pour sensibiliser les gens à l'éco-anxiété. Et ça passait par l'art, ce qui veut dire qu'il y avait de la musique, il y avait de la danse contemporaine pour exprimer les émotions que les gens ressentent par rapport à l'éco-anxiété. Aussi, ce qui est ressorti, une prise de conscience de la part de ces médecins-là, c'est non seulement l'art, mais aussi la façon qu'on communique. Donc, nous, évidemment, étant donné qu'on est des professionnels de la santé, on utilise déjà dans nos communications l'impact qu'a l'environnement sur la santé humaine. Mais ceci, qui est la base, en fait, de la raison pour laquelle on se bat
n'est pas utilisé par nous autres mêmes, les groupes environnementaux, très souvent. Donc, ça, c'est un message qu'on martèle depuis plusieurs années. Et il y a eu le Panama qui a fait ajouter dans le texte final de la COP cet aspect-là. Donc, c'était même pas dans le texte final. Puis il a fallu que le Panama fasse ça serait quand même important qu'on soulève le fait que la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici, c'est parce qu'on veut éviter qu'il y ait des impacts sur la santé humaine, puis on veut sauver des vies. Donc, ça a été ajouté dans le texte final, heureusement, grâce aux efforts du Panama, puis après ça, il y a d'autres pays qui ont suivi. Donc, ça, pour nous, c'est très important d'ajouter ça dans les communications. Et également, par rapport à l'éco-anxiété, il y a l'accès à la nature. Donc, il y a certains de nos médecins qui ont mis sur place un programme de prescription verte, prescription nature. Donc, le fait de pouvoir prescrire, c'est ça, la nature, à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est non seulement l'art, mais c'est aussi d'avoir accès à la nature. Donc, ça peut être inclus soit dans nos projets, dans nos campagnes, dans nos communications. Donc, de reconnecter à la nature, reconnecter à notre environnement pour l'apprécier et aussi de parler de nos émotions et tous ensemble reconnaître l'éco-anxiété. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti, nous, de notre côté. Merci, Pamela. En fait, c'est ça renforce l'idée que dans nos publics cibles, puis chez nous aussi, là, je veux dire, je me reconnais dans l'éco-anxiété, comme plusieurs d'entre nous, là, il faut que nos communications prennent conscience qu'on a des éco-anxieux devant nous et que nos communications peuvent avoir un impact positif ou négatif sur leur santé mentale. Je le note comme enjeu de communication, mais merci de le réitérer, Pamela. Merci beaucoup. Est-ce que c'était à mon tour? Je m'excuse, j'ai comme le son coupé 2 secondes. Moi, j'ai capté que c'était ton tour. OK, c'est juste, j'ai dû lire sur les lèvres mon nom, désolé. OK, désolé. C'est votre tour, Sandrine. OK, super, merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir faire du pouce sur l'éco-anxiété parce que moi, je travaille avec le GRAM, le groupe de recommandation et d'action pour un meilleur environnement. Et on a différents publics cibles, mais un qui est très présent, c'est la population, disons, générale, qui n'est pas nécessairement, qui commence à être engagée, qui commence à faire un peu ses premiers pas. Puis notre but, c'est de les encourager, de les éduquer, de les sensibiliser à comme, faire leurs premiers pas. Puis moi, de ce que je retiens de ça, on parlait d'éco-anxiété. Pour moi, mon public cible, c'est des gens qui peuvent commencer, disons, à expérimenter avec l'éco-anxiété. Ce n'est pas des gens qui connaissent ça depuis longtemps. Puis, en fait, ce que je me dis, c'est que nous, tout dépendant de nos publics cibles, mais nous, nos organisations, on est souvent les acteurs auxquels monsieur, madame, tout le monde vont se raccrocher pour trouver un peu d'espoir. Puis pour moi, je trouve ça difficile parce que d'un côté, on a des gens qui commencent, fait qu'on ne veut pas les décourager de poursuivre leurs actions en leur disant, sans catastrophiste, il n'y a plus rien à faire. On veut continuer de les encourager, mais de notre côté, il faut vraiment trouver comme la bonne façon de leur apporter ce qui s'est dit sans nécessairement leur cacher la vérité, sans dire tout est beau, puis c'est fantastique parce que ça serait mentir, puis ça ne serait pas être constructif, mais sans aller dans le catastrophisme. Puis j'aime beaucoup ce que Léa, puis ensuite Anne-Céline ont dit par rapport à ramener tous ces enjeux internationaux au niveau local, parce que nous, notre public, on agit dans le très local, entre autres, là, quand on parle de notre public cible. Fait que comment pas les décourager, mais leur dire il y a de l'espoir, puis voici comment vous, dans votre quotidien, vous pouvez ramener les apprentissages qu'il y a eu à la COP26 dans votre discours. Donc, vraiment, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de maintenir le cap, de pouvoir être même si c'est lourd, d'être ces représentants un peu de l'espoir pour les gens, parce que si les organisations environnementales commencent à dire « gang, on a échoué », je pense que ça va aller beaucoup plus mal que ça va aller mieux. Donc, c'est mon ressenti. Oui, merci Sandrine. Puis ça nous ramène, en fait, on commence à mettre ensemble des idées qui convergent, là, mais il faut ancrer l'espoir quelque part. Dans nos communications, il faut
on a toutes sortes d'objectifs de communication. Il faut dire la vérité, il faut dire où on en est, parce que si on dit que tout est rose, ben, les gens ne vont pas pousser pour plus. De l'autre côté, il faut trouver des organisations ou des messages qui ancrent l'espoir. Alors, c'est un jeu d'équilibre, mais merci de nous aider à placer les morceaux un après les autres. Merci beaucoup, Sandrine. J'avais Alexandre, après ça Martin et après ça Annie Chelou. Alexandre, à toi. Super, merci Hugo. Je vais faire aussi du pouce sur ce qui a été dit avant. J'ai l'opportunité de sortir de 52 jours de campagne plusieurs mois avant, fait que, avec du vrai monde qui sont parfois sensibilisés, parfois, mais pas du tout, dans une banlieue en plus, à Laval. Donc, on m'a parlé quand même quelques fois de la COP. Fait que je trouvais ça intéressant, chez Monsieur, Madame, tout le monde en porte-à-porte et au téléphone. Puis, je rebondis sur ce que Léa, Anne-Céline et d'autres ont dit, l'ancrage local. Pour moi, ça a été beaucoup mais là, ça veut-tu dire est-ce qu'il faut encore plus protéger le boisé qu'on a à côté, là? L'importance de ça est comme ressortie très, très forte du concret autour de chez nous, parfois pour des questions climatiques, parce qu'il y a certaines personnes allumées qui savent que des arbres, c'est comme une machine à capter du carbone. Parfois, c'est cette question de connexion à la nature dont parlait Pamela. En même temps, et là-dedans, ouais, c'est ça, il y a comme une possibilité intéressante de transfert et un danger, dans le sens que protéger un boisé, c'est une action positive. Puis on sait qu'il va falloir prendre des actions dites ou perçues négatives pour accélérer la transition écologique, donc brimer le confort de certaines personnes. Puis, tu sais, c'est un peu comme, ben là, tu sais, on recycle, là, fait qu'on, tu sais, on fait notre part. Fait que j'ai l'impression qu'un danger de cet ancrage-là local, puis je prends le territoire naturel parce que ça passe beaucoup par là chez nous, c'est de dire, OK, ben là, tu sais, on a protégé X% du territoire. On est-tu vraiment obligé de couper des voies d'auto solo pour mettre des pistes cyclables? Il me semble qu'on a fait notre part. Donc, de faire attention à ça. Puis dans le discours des citoyens, des fois, tu voyais, c'est une genre de schizophrénie, là, du genre, ouais, protection des écosystèmes, all the way, mais pouvez-vous nous enlever de grâce ces Moses de pistes cyclables-là? On est une banlieue ici. Fait que, tu sais, il y a pas nécessairement, des fois, c'est ça, on a une approche d'un côté qui semble dire, ah, yes, tu sais, c'est un citoyen qui est conscientisé puis qui veut poser des. Mais quand ça s'en vient sur l'impact personnel, parce que c'est pas lui ou elle qui va aller sauver le boisé, mais quand ça touche sa vie privée, tu sais, fait que c'est ça. Mais par contre, il y a sûrement une manière de le twister pour dire, on a commencé par des boisés, maintenant on continue, puis c'est de l'ancrer dans une logique qui va déjouer, dans le fond, l'espèce de nœud de finalement, c'est un peu pénible de voir changer. Fait que c'est ce que j'avais envie d'apporter. Merci, Alexandre. C'est vrai que tu t'es astreint à tout un exercice d'aller au-devant du vrai monde. Et le fait que tu te fasses parler d'environnement, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais tu mets le doigt sur quelque chose. On veut bien. C'est paradoxal notre affaire. On veut trouver une solution ou un remède à l'éco-anxiété. Donc, on envoie le monde dans l'action. On veut les ancrer dans des trucs qui sont concrets. De notre côté, on sait bien que pour faire face, ça va prendre des gestes beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus radicaux. La population n'est peut-être pas prête à ça. Alors, comment on fait pour garder la porte ouverte à des gestes qui sont, comme tu les appelles, plus négatifs? Ça, je le mets dans ma grande liste d'enjeux de com qu'on est en train de développer. Merci, Alexandre, super. Martin? Bonjour tout le monde, Martin Labbé du syndicat des métallos. Je m'excuse si c'est écho, je suis à Glasgow dans un passage. Je fais partie de la délégation FTQ à Glasgow. Je veux souligner le travail de Patrick Rondeau dans un premier temps, parce que moi, c'est ma première COP. Je peux vous dire qu'entre les sessions de coordination du matin, ces rapports au dialogue sur le climat, d'un salle de négociation a évalué 2 sujets et a fait un travail remarquable. C'est pas pour rien qu'il est brûlé. Bon, moi, c'est ma première COP, je suis pas habitué. Je suis habitué de travailler beaucoup, sauf que ça levait à 5 heures le matin, le train à 6 heures, venir en taxi le soir parce qu'il n'y avait même plus de train. On suit, puis au début, l'acclimatation était. Excusez-moi, là. Vous allez voir, je suis fatigué. Ça a été difficile de s'acclimater au début.
Oui, il y a des textes, il y a des avancées, puis il faut capitaliser là-dessus. Puis on ne peut même pas identifier c'est quoi maintenant, parce que juste sur l'article 6, hier soir, il y avait des textes, ce matin, ils étaient différents. On a vu des choses apparaître ce matin, et avec la fin possible de 2 jours supplémentaires de négociation, on va arriver avec un résultat final qui n'est pas ce que c'est présentement. Fait que oui, il va falloir communiquer quand on aura la finalité. Puis en même temps, j'entendais les gens sur l'éco-anxiété, là, il faut rationaliser. J'entendais le discours, il y a eu un walk-out de toutes les organisations, les NGO ce matin. J'entendais les Autochtones dire qu'arrive n'importe quoi, on va survivre. Je comprends qu'on parle d'une survie ici, mais il faut regarder en avant, il faut être capable de penser qu'il y a des actions qu'on peut poser. Pour ce qui est du public cible, puis avec qui on communique, nous, au syndicat des métallos, en tout cas, ce que je ramène au Québec, parce que c'est ma première étape, on va faire de la formation sur l'environnement pour nos représentants. Et après ça, pour nos membres, il faut s'en aller avec des sessions en ligne pour nos membres, mais il faut élargir ça aux familles de nos membres, à la société au complet. Il faut raising awareness, je m'excuse du terme, je suis fatigué, mais il faut vraiment que les gens comprennent, tous et chacun dans la communauté de pratique, vous avez votre public cible, mais il faut essayer d'aller plus large, d'aller plus loin pour qu'il y ait plus de gens qui soient conscientisés. Parce que nous, on parle de la transition juste dans les milieux de travail, puis on va faire les milieux de travail, puis dans mon public cible, il y a des gens qui sont inconscients, quasiment des érudits. Il y en a qui s'intéressent de plus en plus, puis c'est comme frapper sur le clou, à un moment donné, il va rentrer, mais ça s'élargit parce que avec l'urgence, là, les gens commencent à le voir. Et quand les gens vont être de plus en plus conscientisés, il faut arriver à leur faire poser des actions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'environnement individuellement? Il faut donner des pistes aux gens pour le faire. Nous, on le fait dans le milieu de travail, mais pas juste transformer l'entreprise. Recycler au lieu de mettre d'un vidange des canettes dans un milieu de travail, ça se fait presque partout, mais il y en a qui ne le font pas encore. Il y a des petits gestes qu'on est capable d'inclure que tout le monde peut faire. Fait que oui, effectivement, il faut transférer les bons coups, mais surtout les pistes d'action, je pense que tout le monde peut faire. Martin, tu nous amènes aussi sur la question de... Puis on le voit dans les sondages, ça me trouble à chaque fois que je vois ça. Le baromètre de l'action climatique va sortir là, dans quelques semaines. Puis on a toujours des gens qui se demandent, qui ne comprennent pas quelle est l'action qu'ils devraient ou qu'elles devraient poser dans un contexte de crise climatique. On a toujours à communiquer sur l'action. Puis là, je refais du pouce sur ce qu'Alexandre disait. L'action doit être significative. Tu ne peux pas te donner bonne conscience parce que tu as jeté ta bouteille de plastique dans le bon bac, là. Alors, oui, méchants enjeux de communication. Merci de nous rappeler ça, Martin. J'ai Annie, après ça, j'ai personne d'autre qui n'ont pas déjà parlé. J'ai vu Anne-Céline qui a relevé la main. J'ai vu Léa qui a relevé la main. Ah, c'est des vieilles mains. Pas dans le cas peut-être de Léa, mais Léa, je reviens à toi dans 2 secondes. Annie, à toi. Oui, merci. Je suis contente d'entendre ce que j'entends aujourd'hui parce que un des éléments, puis je reviens beaucoup sur ce que notamment Anne-Céline a dit, l'idée de réappropriation, parce que tant qu'on parle de la COP comme étant un enjeu lointain, moins pour les gens dans notre vie quotidienne, on sent qu'on peut faire une différence, qu'on peut bouger. Fait que quand tu parlais de la réappropriation, de renforcer les espaces d'action, de dire, ben finalement, c'est au niveau domestique que ça se passe, c'est à peu près texto, si je me souviens bien ce que tu as dit. Mais je pense que c'est peut-être là où on peut faire qu'on peut faire une différence de notre côté sur le plan communicationnel parce que j'en ai parlé à ceux qui ont assisté à certains débriefings, des dialogues là, plus tôt cette semaine. D'abord, il y a des chiffres qui peuvent parler. On a parlé, par exemple, du chiffre de 2,3 tonnes. C'est ça, le chiffre qu'on doit retenir si on veut être cohérent avec ce que la science nous dit pour 2030. Fait que de commencer à articuler un langage commun autour de ça, c'est un bel exemple. On parle aussi j'ai entendu beaucoup de gens parler de moyens concrets pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est ça le défi, hein? On ne sait pas quoi faire. Mais il nous manque en ce moment, il y a 2 choses que je voudrais parler, des outils. Premier outil, c'est peut-être que collectivement, on doit mettre en place, plus tôt que tard, l'idée de développer une boussole, finalement, de notre empreinte carbone. Si on est capable de développer une plateforme à très court terme qui permet quotidiennement de voir, c'est quoi nos actions, qu'est-ce qu'on émet quand on mange tel truc, puis
qu'on peut voir que quand on change une petite composante, ben, crime, ça change un petit peu notre bilan. On était peut-être à 9,5 tonnes. Ah, ben là, regarde, comme individu, je suis rendu à 9,3. Ah, mais là, je vais faire ça parce que c'est très difficile en ce moment. Il y en a, ça existe un petit peu en Europe. J'ai essayé de faire de regarder ça à l'extérieur, mais au Québec, c'est pas adapté au contexte québécois. Fait que je pense que si on était capable de développer ce genre d'outils-là, ça permettrait une appropriation par le citoyen des possibilités de qu'est-ce qu'il peut et qu'il doit faire, parce que ça peut mettre en compte, souvent on entend par exemple l'enjeu de, finalement on va faire du remplacement, on va vendre notre voiture, mais on va faire 1 ou 2 voyages de plus par année en avion, fait que ça vient atténuer. Mais là, si on est capable d'être conscient de ça, ça nous donne des outils pour voir la différence. Fait que ça, c'est un premier élément que moi, je trouve qui serait vraiment important si on veut parler d'enjeux de réappropriation, puis de dire, il reste encore beaucoup à faire. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire, gang. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième que je trouvais vraiment intéressant quand on a parlé des élections, puis je trouve ça vraiment bien d'avoir entendu, Alexandre parler de ça tout à l'heure, vous voyez comme nous aussi, à Sherbrooke, c'est un aspect que j'ai trouvé très intéressant. J'ai vu passer dans les médias, notamment, que notre nouvelle mairesse veut faire la formation continue avec ses conseillers sur les questions de gouvernance et autres. Peut-être que collectivement, que ce soit la communauté de pratique ou pas, on pourrait même développer un genre de petit guide de mini-formation qui soit peut-être en fait, l'agrégation de certaines connaissances, c'est qu'on développe quelque chose pour que nous, on aille à la rencontre de ces élus-là à l'échelle locale, à l'échelle provinciale, parce que, oui, on peut le faire de manière séparée, mais quand c'est un chercheur qui le fait, on dit qu'il est dans sa tour d'ivoire. Quand on dit que c'est un militant, que ça va être trop orienté. Mais je pense que collectivement, on voit qu'on est capable de travailler ensemble. Cette idée de peut-être développer des genres de petites mini-formations sur des enjeux importants qui peuvent faire une différence dans les politiques à l'échelle municipale, ça serait tellement brillant de notre part. Je pense qu'on était capable d'arriver à ça parce que dans le fond, ce qu'on se plaint en général, c'est que les gens, ils connaissent pas les outils. Certains disaient, oui, mais moi, je comprends pas, je recycle. Justement, tu n'as littéralement aucune idée. Mais si nos décideurs, on est capable de travailler avec eux là, au quotidien, puis on est capable de développer quelque chose ensemble, puis que de l'autre côté, on développe des outils pour dire, regardez concrètement, ta vie de tous les jours, c'est qu'est-ce que tu consommes? Là, on vient de trouver 2 ancrages vraiment intéressants qui permettraient d'accélérer notre sensibilisation sur le territoire. Je ne suis pas dupe, là. Je sais que ce ne sera pas 80% de la population québécoise qui va aller s'amuser à voir, à mesurer qu'est-ce qu'il fait. Mais si on est capable de le faire, ça peut être intégré dans les écoles. Après, il y a tellement quelque chose qui peut être fait, qui peut, en termes de sensibilisation, qui peut devenir important, en passant par les jeunes, en passant par nos ados ou autres, que je pense que c'est ça qu'il faut revenir en termes de message, c'est oui, il se passe quelque chose en haut, mais ça reste quelque chose qui se passe en haut. Ici, on a donc une responsabilité individuelle et collective au Canada. Voici comment on peut y répondre. Donc, voilà. Merci, Annie. Encore une fois, tu mets le doigt sur. En fait, on est dans la trame de discussion de l'ancrage, ancrer l'action. Ancrer l'action, c'est nommer les actions qu'il nous faut poser. Pas se contenter de petites actions qui ne sont pas des vraies actions, puis aussi la question de la formation. Je pense que on additionne notre compréhension de ce qu'on a à faire, mais ça renforce l'idée aussi qu'on a des publics différenciés. Sur le chat, je voyais qui a parlé du Climate Caucus? C'est moi. C'est Léa. Ça tombe bien, tu avais la main levée. Est-ce que Léa, tu veux juste en parler un petit peu du Climate Caucus, puis après ça, j'essaierai de faire un rapport de notre discussion, à moins, Anne-Céline, que ta main, c'est une vieille main levée. Vas-y, Anne-Céline. Non? On ne t'entend pas. Bon. Mais juste par rapport au Climate Caucus, moi, c'est tout récent que j'ai été contactée dans le cadre, comme j'ai travaillé avec Bureau Vert, et donc au niveau municipal là pour les élections, j'ai découvert ça la semaine passée, puis j'ai une rencontre avec quelqu'un la semaine prochaine. C'est tout récent là, ils sont même pas toutes leurs communications en français ne sont même pas très exactes, ça se voit que ça a été traduit, mais je sais que là à la ville de Mont-Tremblant ils sont déjà en train de travailler, c'est comme un réseau pour que les élus municipaux, un peu de leaders dans tout ce qui touche à la transition écologique, climatique, puissent discuter et
Donc, il y a comme des formations mensuelles, ils ont des discussions entre leaders bimensuelles, etc. Donc, c'est un peu déjà, c'était comme une voie, on pourrait peut-être voir comme il y a déjà tout ça qui existe, comment travailler à ce niveau-là. Mais moi, je voulais revenir plus sur la question de la communication en tant que telle. Évidemment, ça me paraît évident là, qu'il faut que nos messages... Parce que je le sais quand même, là, la COP va se terminer très prochainement. Puis le headline, même s'il y a eu vraiment des articles d'une qualité incroyable là, dans les médias, effectivement, Anne-Céline, tu disais, avant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup là, le gros titre COP de la dernière chance, mais pendant, on a eu des articles assez incroyables là, sur comment plus s'intéresser au fond de la COP que sur la forme. Mais je pense quand même là, que dans les prochains jours, ils vont vouloir nous demander est-ce que c'est un échec ou une réussite. Et c'est vrai que je sais pas trop parce que moi, par rapport même au niveau de dire quoi faire, les gens de ma génération, là, ils sont plus dans la question des gestes individuels, puis la question de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique et gouvernemental, on le sait pas mal déjà, mais c'est comme, je pense qu'il y a un public là qui a vraiment besoin, monsieur, madame, tout le monde, de se faire dire quoi faire et puis qui veulent vraiment participer. Moi, je pense que les jeunes ne sont plus là du tout, puis que ça va encore plus les fâcher si on leur dit ça. Mais je reviens sur la question au niveau communicationnel, de l'espoir parce que mais ça va être tout en une complexité parce que espoir tout en restant honnête parce que là justement il y avait j'animais un panel là, au collège Annecy mardi soir aussi là, sur la justice climatique et il y avait Amélie Bollet qui est une jeune qui s'implique avec la CEF qui a genre 15 ans même pas, puis elle a dit, je trouvais ça hyper mature, mais qu'elle s'implique et tout, mais elle a peur que les jeunes tombent dans le désespoir. Puis elle s'est dit, à partir du moment où ma génération va commencer à juste tomber dans le désespoir, ça va être, elle a très peur de ce moment-là, là, qu'est-ce qui va se passer. Donc, puis évidemment, là, si on communique en disant, en ne parlant pas d'espoir, on va juste, pour moi, le cynisme ne mène à rien. Puis pourtant, quand on me demande des entrevues aussi, c'est pour que je sois la jeune fâchée qui dit que ça sert à rien, mais il faut absolument pas qu'on tombe là-dedans en tant que jeune. Mais en même temps, il faut pas, c'est ça, être oui, tout est beau et tout. Fait que, j'en reviens encore, pour moi, il faut qu'on creuse cette voie-ci de comment être juste dans ce... En restant honnête et en même temps, c'est ça, je peux pas dire à du monde de 15 ans là, qu'il n'y a plus d'espoir. Et je recite Amélie que j'avais trouvé assez incroyable. Elle a vraiment peur que s'il n'y a pas d'action majeure là, dans les prochains mois, années, on tombe dans un cynisme qui va être assez catastrophique là, et un désespoir. Donc, je reviens là sur plus dire quoi faire, mais en même temps, ces jeunes-là sont comme, ben oui, mais ils sont prêts à des mesures très radicales, mais en même temps, c'est ça, et en même temps, je veux pas encore pousser sur la question du clash générationnel, je pense pas que ce soit ça le problème. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus prêts que d'autres, et comment faire qu'on aligne ça. Fait que c'est très complexe, je pense. Et je me demande, là, dans les prochains jours, si j'ai des demandes d'entrevue, échec ou pas la COP, on veut toujours orienter nos messages clés, mais n'empêche que je pense que les médias vont vouloir qu'on réponde à cette question-ci. Donc, je repose d'autres questions suite à tout ça, mais c'est ça, moi, qui m'inquiète plus. Merci, Léa. Effectivement, moi, je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il faut faire attention. Nos communications peuvent avoir comme impact d'envoyer des générations ou des portions importantes de notre société dans le cynisme, dans le désabusement. Et là, on a perdu la partie. Là. Donc, d'où l'importance de notre travail comme communicateur. J'ai 2 mains levées. Moi, avec votre permission, j'arrêterai là parce que, vu l'heure, j'essaierai de vous proposer peut-être certains éléments de wrap-up, vous relancer la balle par rapport à ces éléments de wrap-up-là. Puis après ça, on se quittera pour de nouvelles aventures. Là. Anne-Céline? Oui, très, très rapidement, je pense que pour peut-être aussi pas casser puis pas tomber dans échec ou succès, là, il y a quelque chose de l'ordre aussi de... Tu sais, j'aime beaucoup la ligne, la première ligne que nous disait Patrick quand il faisait son bilan là, de la COP, là, d'expliquer aussi qu'il faut remettre les choses en perspective dans le sens où une COP, c'est pas
là que les pays vont, c'est pas là où se décident des actions concrètes au niveau domestique, que c'est un cadre que se donnent les États pour après pouvoir travailler sur le plan domestique. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de remettre la COP à sa place. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, mais tu sais, pour pas non plus en faire comme quelque chose de, mon Dieu, tout ce qui se dit là, ça se passe là, puis en dehors des murs de la COP, plus rien ne se passe. Il y a quelque chose de l'ordre de ça. Puis tu sais, là, pendant qu'on est en réunion, j'ai un média qui me contacte, puis qui me demande, puis qui me dit, tu sais, est-ce que tu peux nous faire un bilan de la COP la semaine prochaine? Puis tu sais, en plus, c'est une radio, puis tu sais, je sais qu'ils sont de notre bord, ça va être une entrevue, tu sais, où je vais pouvoir développer. Donc, tu sais, moi, j'ai le goût vraiment de, comme quelque chose de l'ordre de ça, tu sais, de dire, ben, regardez, par rapport à ce que c'est qu'une COP, en remettant le truc, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce qui reste à faire, tu sais. Puis attention à certains pièges, puis c'est ça, remettre les choses en perspective et conclure sur, regardez, le travail, il reste à faire ici sur le plan domestique. Il y avait un article aujourd'hui de Champagne qui porte sur il est temps que le Québec se mette au travail. Ben, c'est un peu ça. Puis c'est pareil pour le Canada. C'est passons à l'action, mais passons à l'action sur les vraies affaires aussi, c'est-à-dire passons à l'action sur une vraie transition écologique et sociale, puis pas juste sur développer des batteries, de l'hydrogène vert et voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, j'aurais le goût vraiment aussi de remettre la COP à sa place. En tout cas, c'est une méchante bonne clip, ça. Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup, Céline. Jean-Thomas, merci de prendre la parole. Ton point de vue ou ton angle est probablement super intéressant. Ben, j'espère, là, je te mets de la pression, là, mais compte tenu des données avec lesquelles tu jongles, j'ai hâte de t'entendre. Ouais, puis moi, je suis toujours un peu embêté. Je veux pas perdre mon emploi en parlant, là. Donc, j'aimerais avoir la liberté de dire tout ce que je pense, mais je vais me contenir un petit peu. On va lire entre les lignes, Jean-Thomas. Oui, mais je pense qu'une des choses, oui, remettre la COP à sa place, mais il faut peut-être expliquer que c'est un jeu de ping-pong entre l'international et les scènes nationales. Donc, il y a vraiment un aller-retour où ça se construit de part et d'autre. Et donc, oui, il y a un aspect expliquer la COP, mais expliquer après ça comment ça peut se traduire ici sur la scène domestique par des actions à l'échelle locale. Puis, pour réagir à l'intervention d'Annie Chaloux tout à l'heure, ben, je crois qu'il y a aussi un travail sur comment on peut... Comment les citoyens peuvent contribuer, là. Donc, Léa parlait de sa génération qui n'est pas prête à se faire dire de faire du recyclage parce qu'ils sont rendus beaucoup plus loin que ça. On l'a testé, nous, à l'interne avec des photos vidéo, puis je dirais que la lecture est juste, là. On n'avait pas beaucoup de jeunes, on avait des personnes plus trentenaires en montant, là, et les gens, au-delà du recyclage, n'étaient pas prêts à faire grand-chose, là. Donc, il y a peut-être effectivement un décalage. Puis, au risque de faire un peu d'autopromotion, et toujours en essayant de ne pas perdre mon emploi, nous, on travaille, c'était annoncé là, dans le plan de mise en œuvre du PEV sur une stratégie de mobilisation, puis il y a des choses qu'on entend mettre en place, là, puis on va aller faire ce qu'on peut pour consulter le plus de personnes parmi vous pour avoir votre opinion sans non plus trop se ralentir parce qu'on veut agir rapidement là-dessus. Mais cette question-là, par exemple, de boussole ou des questions d'accompagner les gens dans leur action, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Dans le plan de mise en œuvre, il est question de la reconduction du programme Action Climat Québec. Pour nous, ça, c'est une des composantes d'une stratégie. Par le passé, on n'a pas pu aller au-delà de ça, mais
Mais voilà, on a bien l'intention d'aller au-delà de ça. Puis donc, et si je reprends un pas de recul, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on communique par rapport au changement de comportement. Puis, on pourrait élaborer longtemps là-dessus, là, mais qu'est-ce qui fonctionne en termes de changement de comportement? Puis donc, on doit aussi ajouter nos messages en fonction de ça. Est-ce qu'on doit s'adresser aux gens comme on s'adresse à des calculatrices? Est-ce qu'on s'ajoute dans le sens où est-ce que ce sont des êtres rationnels qui essayent d'optimiser en maximisant et tout? Donc, il y a une réflexion. Ma réponse, clairement, c'est non. Hein. Mais une fois que ça c'est dit, comment on va au-delà de ça? Là? Voilà. Peut-être que pour la COP, il est trop tôt pour envoyer un message là-dessus, mais il y aura une réflexion à faire là-dessus pour les prochaines années, je pense. Tout à fait. Tu nous amènes dans une autre perspective qui est celui un peu du marketing social. C'est que si on veut pousser les gens à poser des gestes, ben, on est dans une dynamique de marketing social. Qu'est-ce qui les fait bouger? Est-ce que c'est leur rationalité? Est-ce que c'est leur subjectivité, leur affectivité? Là, on est dans d'autres. En fait, on est dans des éléments super importants de communication aussi. Oui, mais qui a aussi une traduction politique à un certain moment. On n'est pas juste dans la promotion des comportements de consommation, mais aussi des comportements citoyens sociaux. Je vais, avec votre permission, essayer de vous mettre ce que j'ai là comme note. Puis il y a un lien peut-être logique. En fait, c'est comme s'il faut qu'on raconte une histoire hein, de ce qu'on vient de se dire là. Puis j'ai quasiment le goût de la partir en disant il y a un premier embranchement dans nos communications. Il y a la dramatisation et il y a la nuance. La dramatisation, les deux ont leur bon côté. Quand on dramatise, on mobilise. Quand on dramatise, on harnache une énergie puis on l'envoie dans une direction. Hein. C'est à ça que ça sert quand le secrétaire général des Nations Unies dit c'est l'alerte rouge. Hein. Il dramatise pour pousser les gens à l'action. Donc, d'un point de vue de communication, il y a un objectif qui est poursuivi là. On sait que les choses sont extrêmement compliquées, il faut regarder la nuance, tout ça, et c'est probablement plus vrai que pour communiquer les changements climatiques, il faut communiquer aussi la nuance. Donc, il faut communiquer les deux, mais les deux n'ont pas le même impact sur les co-anxiétés qu'on a nommés à plusieurs reprises. Si on dédramatise, probablement qu'on diminue les co-anxiétés. Si on va plus dans la nuance, ça nous permet de montrer qu'est-ce qui avance pas, fait qu'on calme un peu tout le monde. Mais d'un autre côté, est-ce qu'en calmant un petit peu le jeu, on ne se prive pas de cette énergie-là qu'on doit toujours aller harnacher pour pousser davantage? Je les mets sur la table, puis je n'ai pas de réponse à mes propres questions, mais je pense qu'on a nommé ce genre d'enjeu-là. On a nommé aussi que quand on est trop nuancé ou quand on est trop collé sur nos réalités, on a tendance à ne pas comprendre par quel bout les gens à qui on parle nous prennent. C'est Léa qui nous a parti là-dessus en disant quand je m'adresse à une salle de classe, ils ne connaissent pas les enjeux comme moi je les connais. Moi, je fais face à un barrage d'émotions. Et je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi. On peut bien arriver avec un discours super technocratique en disant, ben oui, on a obtenu les carburants fossiles dans l'accord, mais on ne répond pas à l'émotion qui est devant nous. Alors, c'est un autre enjeu de communication. Un quatrième, c'est l'idée que, toujours dans une perspective d'éco-anxiété puis de maintenir la mobilisation, c'est qu'il faut ancrer l'espoir quelque part. Et on a dit qu'il faut l'ancrer dans l'action. Puis c'est vrai, là, psychologiquement, j'ai l'impression que les gens qui sont plus dans le combat sont moins éco-anxieux que les gens qui se recroquevillent sur leur plancher puis qui attendent la fin du monde. C'est probablement démontrable d'un point de vue psychologique. Donc, ancrer l'espoir quelque part dans l'action, dans un contexte où il faut pousser tout le monde à plus d'action, puis nos sondages nous montrent que des gens, j'aime pas ça dire les gens, mais que des gens ne sont pas prêts à aller plus loin. Alors, on a un méchant effort de communication aussi à ce niveau-là. Il y a deux choses qui n'ont pas été nommées, mais je me prends un petit droit de parole rapide pour dire que si on veut parler d'honnêteté, puis si on veut parler d'éco-anxiété, puis de trouver une façon de...
j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on réfléchisse à parler d'adaptation. Il y a un petit côté démobilisant de parler d'adaptation parce que tu as l'impression que tu lances la serviette, puis dans le fond, tu as perdu le combat de l'atténuation. Mais c'est peut-être aidant pour les gens éco-anxieux de se dire il y a des solutions aux impacts des changements climatiques que tu commences à ressentir et qu'on va vivre collectivement de plus en plus. C'est possible qu'il faut qu'on communique l'adaptation dans cette perspective-là. Mon dernier point, c'est de dire on a été gâtés là, à la COP. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses. Puis là, je pense que je sors du périmètre de la communauté de pratique, mais je m'en excuse. Mais d'un point de vue de communication, il faudrait communiquer qu'on s'attend à ce que ce soit mis en œuvre, tout ça. Il y a des attentes que, comme communicateur, on peut adresser à ceux et à celles qui ont fait des promesses. Mon dernier point, et je termine là-dessus, parce que moi, je pense, sous réserve de ce que mes collègues autour du Zoom vont nous dire, là, que si un média me pose la question, qu'est-ce que je pense de la COP, je vais remettre la COP à sa place. Moi, c'est mon takeaway, là, c'est l'action se passe sur le terrain. C'est là que ça se joue, c'est là qu'on est en action, c'est là que l'espoir se trouve. Puis il faut remettre la COP à sa place. Je ne veux pas dire qu'elle ne sert à rien. Au contraire, là, c'est un moment, une fois par année, où tous ensemble, on va là, puis on amène notre meilleure ambition, et c'est important pour ça. Mais ce n'est pas les COP qui changent le monde, c'est l'action de tout le monde sur le terrain. Et moi, je retiens ça comme communicateur. C'était mon wrap-up. Je regarde l'heure qu'il est. Il reste 13 minutes à notre rencontre. Je ne veux certainement pas avoir le dernier mot, mais je voudrais faire un tour de Zoom pour savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit là? Est-ce qu'il y a des points de convergence, des points de divergence? Puis ce que je vous propose peut-être, là, c'est peut-être ambitieux, là, mais d'essayer de faire un one-pager à partir de tout ce qu'on s'est dit là pour voir s'il n'y a pas des lignes qui serait commune pour tout le monde, mais ce serait une suggestion plus qu'une imposition. Alors, Patrick, moi, je m'arrête de parler, je vais juste passer les droits de parole. Patrick, à toi la parole. J'ai toujours beaucoup de plaisir quand on a ces discussions-là parce qu'on a une intelligence collective que j'admire beaucoup et j'apprécie beaucoup là, ce genre d'échange-là. Je pense peut-être garder en tête aussi, on en a beaucoup parlé, mais de notre public cible. Hein. Et souvent, la fâcheuse habitude que nous avons, et ça, je le dis souvent, c'est que nous adressons au gouvernement ou à des experts. Et si vous regardez attentivement le gouvernement, lui, il ne va pas s'adresser à nous, jamais, jamais. Il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Et peut-être, c'est dans notre façon de communiquer, au-delà du public cible respectif, je pense de façon générale à qui on parle, parce que c'est ce public-là qui va réussir à faire bouger les choses. Fait que ça, c'est important de le garder en tête. Et le principe d'identification. Martin en a parlé tantôt, communiquer avec, par exemple, nos affiliés chez les métallos, nos membres chez les métallos. C'est pas la même chose que Nature Québec, admettons. Donc, et ça demande une façon différente de communiquer. Juste un instant, là, on m'appelle en même temps, je vais le raccrocher. Voilà, bye-bye. Donc, et ce qui fonctionne super bien, c'est par identification. Donc, c'est sûr que, par exemple, je donne un exemple bien concret. Moi, à la FTQ, j'essaie de communiquer avec des membres des métallos, admettons, sur la Côte-Nord. Ça va donner des résultats très mitigés. Mais si c'est des représentants métallos de la Côte-Nord qui parlent à leurs membres là-bas, c'est très différent. Donc, le messager aussi est extrêmement important et le public, c'est juste des éléments supplémentaires. Merci Patrick. Effectivement, communiquer à nos affinités, c'est là où on a le plus d'impact, effectivement. Mon regard se porte sur le Zoom, mais je ne vois pas d'autres mains levées. J'ai quasiment le goût de nommer des volontaires pour des rapports, parce que j'ai le goût de vous entendre sur des rapports. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment bons dans ce genre de rapport-là, puis je fais le tour, savoir s'il n'y en a pas. Ça me tenterait d'entendre. Bien, ça tombe sur toi, Alexandre. Qu'est-ce que tu conserves de cette conversation-là, toi?
C'est une excellente question. Autant d'opportunités que de dangers. Déjà, j'aimerais ça simplifier ça comme ça. L'ancrage local revient de façon extrêmement importante. L'ancrage dans les dynamiques qu'on ne contrôle pas, les cycles aussi qu'on ne contrôle pas. Évidemment, on a mentionné les élections municipales, ben, ça tombe qu'il y a un autre cycle dans moins d'un an maintenant. Faire des liens, je pense, on a parlé de la différence entre le rationnel, l'affectif. Pour l'avoir vu, quand le public cible, en fait, il est très, très large, il n'est pas cible du tout, en fait, quand le public est général, le rationnel a vraiment ses limites, donc on parle directement à l'affect. Puis, des fois, j'ai osé utiliser des mots comme amour de la nature, et pas juste 1,5 degrés, puis là, il y a quelques personnes qui sont touchées par ça, puis le reste n'ont juste aucune idée. Là. Donc, de parler vraiment, vraiment, vraiment du cœur, je pense que c'est quelque chose que je retiens, l'utilisation de l'affect dans certains publics cibles, évidemment, on ne parle pas d'institutions. Puis des opportunités, en fait, tu disais la démobilisation possible quand on parle d'adaptation versus lutte au changement climatique, mais je pense qu'il y a des opportunités là-dedans, à nouveau au niveau de l'affect, de passer avec des exemples concrets, rationnels, mais de passer le message que ça peut être plus beau, notre société, après l'adaptation. Les changements qu'on peut et qu'on doit opérer pour en arriver à une société sobre en carbone, peuvent transformer de façon positive, puis au point de vue émotif, comment est-ce que vous allez vivre, non pas le changement, mais le résultat? Comment est-ce que ça va être une fois qu'on va être rendu là, puis qu'est-ce que vous allez ressentir? Je pense que ça, c'est une clé tellement importante. Ça va faire aider à passer la pilule. Merci, Alexandre. Avec votre permission, on va se laisser peut-être là-dessus, mais ce que je n'ai pas entendu, c'est qu'il n'y a personne qui part avec la ligne de c'est l'échec, c'est la catastrophe, on va tous y passer. Donc, comme communicateur, c'est quand même important qu'on se dise ça, là. On va communiquer l'action, on va communiquer que ce n'est pas fini, on va communiquer qu'on met les bouchées doubles, on va communiquer qu'on est toujours en l'action jusqu'à ce qu'on se trouve des meilleures lignes. Mais peu importe ce qui arrive à la COP, ça ne sera pas un échec. Ça va être juste un autre jalon sur notre longue marche vers la carboneutralité. Annie, veux-tu avoir le dernier mot? Oui, bien, si tu me permets juste d'ajouter, Hugo, c'est aussi, je pense qu'il faut revenir avec, c'est une étape, mais aussi dire, là, en fait, le travail commence sur le terrain. Demandons des comptes parce que au-delà des engagements, il faut qu'il y ait des livrables, il faut qu'il y ait des rendus. Le gouvernement canadien s'est engagé à divers égards. Peut-être que c'est pas suffisant, mais des promesses qu'il a faites, on doit s'assurer qu'ils les tiennent. Et ça, je pense que c'est peut-être un message, et même chose au Québec, je pense qu'il faut, en plus, il faut quand même souligner nous vous avons à l'œil, la société civile québécoise s'attend à de véritables changements, à ce que les promesses, ce soit pas des demi-mots, qu'après ça, on dise oui, mais on parlait pas de toutes les subventions, mais de certains types. On sait que le message a été clairement passé et on veut que ces changements-là soient faits pour qu'on puisse continuer à appuyer une action supplémentaire par la suite. Puis, et ça, c'est important, je pense, à souligner parce que ça a été une COP où plusieurs disent que ça a été une COP de promesses, d'engagement. Et souvent, on entend, oui, c'est beau des engagements, mais encore faut-il qu'ils soient mis en œuvre. Donc là, nous, c'est, regardons, oui, ce qui se fait sur le plan domestique, mais ayons à l'œil, finalement, nos décideurs. Merci, Annie. Là-dessus, disons-nous qu'on a eu une discussion qui était importante. Je rejoins Patrick. Moi, je m'abreuve toujours Patrick Rondeau, je m'abreuve toujours à l'intelligence collective. Je ressors de la conversation beaucoup plus intelligent que la manière dont je suis entré. Je m'engage avec mes collègues là, chez Copticom à essayer de mettre ça d'une façon digeste sur une feuille qui pourrait circuler. Puis on peut peut-être voir si
on obtient certaines formes de consensus sur des messages de haut niveau, mais encore là, c'est juste des suggestions plus que des impositions, là, comme d'habitude. Merci d'avoir participé. Merci à Patrick à Glasgow. Merci à Martin aussi qui est à Glasgow. Merci aux gens de Glasgow. Merci à vous d'avoir participé. Puis au prochain événement de la communauté de pratique. Au revoir. Merci.